Pourquoi je ne pourrais pas être médiateur pair, me disait un de mes collègues. Je sais pas. Et puis en cherchant, je me suis dit, en fait, tu ne peux pas être médiateur pair parce que tu n'es pas passé de l'autre côté de la barrière. Je crois que vraiment, il faut avoir été complètement des, qu'on t'enlève toutes tes capacités à parler, à t'exprimer, à avoir une voix qui veut dire quelque chose, qu'on nie ta parole, qu'on te nie en tant qu'individu, qu'on visite tes affaires intimes en arrêt hôpital psychiatrique, etc., qu'on te récupère ta lime à ongles de peur que je ne sais quoi. C'est ça, passer de l'autre côté du miroir, quoi. Et en revenir de ce côté-là du miroir où on a perdu toute comment dire, image positive de soi, c'est très 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 dur. C'est très 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 dur. La réduction des risques, notamment, est née par les personnes elles-mêmes, hein, notamment qui étaient en pleine épidémie VIH, hein, consommateurs de drogue, qui effectivement elles-mêmes savaient que si elles pouvaient avoir accès à des seringues stériles, et à chaque usage une seringue, savaient qu'elles allaient certainement limiter un nombre de problématiques, et notamment le sida. Et c'est elles-mêmes qui se sont, alors bien évidemment en rencontrant des médecins, notamment à l'époque, ou même d'autres acteurs, je pense à Anne Coppel ou Valère Rogissard, qui étaient à l'initiative de ce qu'on appelait limiter la casse, tout début des années 90, fin des années 80, qui étaient en bas de leur tour, hein, dans leur cité, qui voyaient tous leurs copains mourir du sida et qui se sont organisés avec ces copains-là pour effectivement essayer de délivrer des seringues. Ça a été un combat assez incroyable puisque justement les addictions connaissaient déjà ce champ de l'addiction avec la seringue, des injecteurs, et qui disaient non, non, ils ne pourront pas être responsables de leur pratique, ce sont des malades, ils ne sauront pas faire. Et la réduction des risques est née comme ça, c'est-à-dire c'est des personnes concernées qui disaient bah, si, on est responsable, on peut développer nos propres stratégies, il suffit de nous en donner les moyens. Bonjour, regarde. Vous allez bien? Vous allez bien, ça va? Pendant un moment, on était dans le pouvoir institutionnel, le pouvoir du médical, le pouvoir du travailleur social, dans une approche qui peut être aussi assez descendante. Et voilà, l'intérêt d'avoir des personnes concernées dans les structures, c'est que ça va pouvoir faciliter l'accès un peu parfois par des personnes qui peuvent avoir de la méfiance à l'égard de professionnels diplômés. Pour Addiction Méditerranée, ça a été aussi un gros travail de compréhension de comment introduire une nouvelle compétence qui n'est pas issue de diplôme dans le fonctionnement de nos services, mais aussi de discuter avec les professionnels de comment ils utilisent leur propre consommation, leur propre expérience de consommation, puisqu'on est en France, hein, tout le monde consomme, on fume, on boit de l'alcool, pas forcément de manière désordonnée, mais en tout cas, voilà, de réfléchir à comment introduire ces personnes avec leurs compétences, à quel poste on allait les mettre, sur quelle mission. Donc ça nous a demandé beaucoup d'adaptation. Un des freins, c'est déjà que la plupart des formations sont orientées santé mentale et pas addicto. Nous, on n'est pas que sur de l'abstinence. Or, on a pu voir sur les formations, en tout cas quand on a voulu orienter la médiatrice père de Casanova, qu'on lui demandait d'être abstinente. En tout cas, c'était un élément qui faisait frein à son accès en formation. Donc il faudrait pouvoir apporter des formations spécifiques aux médiateurs pairs en addictologie, ce qui à ce jour n'existe pas, avec des modules très précis. Bonjour, Radio Casa. Comment ça se passe? Ça va? Et donc c'est pour ça que tu aimerais bien qu'on voit la même chose Vous sur avez le trouvé quartier. un sujet? Je pense aussi que parfois ça peut permettre aussi d'expliquer parfois des discours qui sont un peu trop professionnels aux personnes accueillies. Voilà, je suis en consultation médicale, le médecin va avoir un discours. Je suis dans une consultation médico-sociale, le travailleur social, l'éducateur spécialisé va avoir un discours.
Et Nelly va pouvoir un peu simplifier le discours en disant bah voilà, en fait là c'est ce qu'il t'a raconté, c'est ça. C'est vrai que l'approche complémentaire avec le soutien du médiateur, parce qu'on a pu expérimenter des consultations justement avec par exemple le médecin et la médiatrice de santé père. Et c'est vrai que sur certaines situations, ça a permis de rassurer la personne sur une hospitalisation, sur un examen qu'elle devait passer, neurologique, qui était compliqué, et où là, vraiment, l'intervention de la médiatrice a été vraiment très très importante parce que ça l'a complètement rassurée, elle a pu gérer l'accompagnement de cette personne, elle a pu expliquer avec le médecin comment ça allait se passer, et vraiment, ça, voilà, c'est ce qui a permis qu'elle ait pu y aller et de manière beaucoup plus apaisée et en confiance. Mais en gros, c'est souvent, je sais pas, mes collègues, ce que vous en pensez, mais c'est souvent les personnes qu'on accompagne qui décrètent qui sont leurs pères. Ça peut pas être un référentiel. Pierre est sur le bus, Clara est sur la perme, Jules est sur la perme, Clémence, infirmière, est sur la rue, Adil est ici, Tom est ici, Colette est en rue, Bob est ici. Juste avec ça, je fais vous êtes russe. Je fais oui, je suis russe. Elle me fait ouais, mais on en a galéré, machin, mais il faut se bouger le cul, machin. Comme vous voyez là, c'est de l'accueil, c'est de l'aller vers, c'est de la distribution de matos, faire des déclarations trimestrielles sur la cave, des trucs comme ça. Mais moi, je suis surtout là pour accueillir les personnes, les accompagner des fois. Il y a des accompagnements à faire à domicile ou à l'hôpital ou des trucs comme ça. Ah bah c'est bon. Bob, j'ai une cigarette. Ah bah ça va, oui. C'est vraiment, on en a vraiment besoin parce que ça fait le lien entre les toxicos comme moi et après, vous savez, avec les professionnels, quoi, en gros. Parce qu'il vient de chez nous, quoi, si vous voyez. Alors, ça met vraiment en lien, c'est mieux. Ce métier est vraiment très intéressant et il met à l'aise des gens comme moi qui ont forcément une grosse appréhension au niveau des professionnels. Mais vraiment, vous savez qu'ils sont vraiment très habillés et tout ça. Et il met à l'aise. Bonjour. Bonjour Zaka. Ça va. Tu avais rendez-vous? J'ai des rendez-vous, mais à Nord cet après-midi. À Nord? Ah. À 14h30. Là, ici, non. Pas tout de suite, non. Je trouve que c'est intéressant pour faire tomber les barrières au début. Et vraiment, c'est dans cette phase, cette première phase où moi, je me sens le plus utile dans le suivi. Peut-être parce que c'est cette accroche où les personnes ont besoin de lâcher des choses avant même d'être encore capables de les construire, restructurer ou réagencer d'une manière différente. Nous, c'est créer du lien social, c'est créer une identité, c'est les aider à se poser à un moment donné en les acceptant comme ils sont, là où ils en sont de leur parcours, quoi. Nous, l'expérience a été très très positive. Voilà. Très positive par rapport à l'équipe, mais surtout par rapport aux patients, où il y a eu un vrai mouvement dynamique de travailler sur les espaces de groupe notamment. Enfin, en tous les cas, la Johanna qu'on a eue, elle a beaucoup fédéré les usagers qui se sont maintenus sur des ateliers sur un certain nombre de temps, et avec lequel qu'elle appelait régulièrement, elle était très en contact avec eux, et ça a vraiment favorisé une belle dynamique collective au XAPA. Pour nous, c'était tellement complexe qu'on a pris ce parti d'expérimenter avec Soin ce collectif de personnes expertes d'un parcours en santé mentale, en addicto et d'une pratique de santé père qui ont animé ces ateliers qu'on a mis en place. Voilà, c'était des ateliers qui étaient animés par les pairs, pour les pairs, mais sans présence de professionnels du sémaphore. C'est ça qu'on a expérimenté. Ce qui est un peu nouveau aujourd'hui, je dirais, c'est la professionnalisation de ces métiers. Moi, j'ai commencé comme animatrice de prévention, par exemple. C'était un peu quelque chose de... On avait un nom, mais on n'avait pas de référentiel métier, on n'avait pas de...
d'identité professionnelle spécifique par rapport à nos autres collègues qui étaient éducateurs ou éducatrices, infirmiers ou infirmières. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui a changé aujourd'hui, c'est la professionnalisation de ces métiers et de ces compétences. Ça fait une reconnaissance à ceux qui en ont besoin, mais moi j'ai besoin de cette reconnaissance de travailleur pair. Au début c'est bien, mais après sur les appellations des contrats de travail, sur les missions, des trucs comme ça, enfin voilà quoi, il y a aussi du boulot à faire sur ça, je trouve, sur la dénomination. Alors moi, je pense qu'il faut défendre la notion de médiateur pair, parce que le mot pair, il est intéressant, parce que il va quelque part distinguer d'un professionnel, on va dire classique, et ça met en valeur le vécu expérientiel, parce que c'est bien ce regard-là et cet apport-là qui vont emmener dans une équipe de professionnels plus traditionnels, on va dire. Le côté pair peut être mis en avant sans pour autant enfermer la personne dans cette appellation. Voilà, ça peut être très bien mis en avant, puis finalement on appelle ça un animateur de prévention, on appelle ça une médiatrice santé. Après, bien sûr, quand on explique aux personnes accueillies, c'est qu'une personne issue de la santé communautaire qui a de l'expérience, parce qu'elle a été concernée elle-même par les consommations, je pense que ça peut aussi très bien s'expliquer sans enfermer forcément les personnes dans des cases. Ça nous a demandé de réfléchir à comment on allait les rémunérer, comment on allait les accompagner, avec une attention très importante qui était que la conviction que de s'appuyer sur le travail pair était nécessaire, mais qu'il fallait ne pas enfermer ces professionnels ou ces personnes dans cette unique compétence qui est une expérience de consommation ou de soins, et de leur permettre aussi d'identifier des compétences qu'ils pourraient appliquer dans d'autres secteurs, d'où le travail qu'on a mis en œuvre avec la DPEI, dont c'est le travail, l'insertion professionnelle. Je salue vraiment le travail qui est fait par la DPEI, l'agence d'intérim solidaire qui a porté le projet, parce que c'est vraiment des pros qui ont été très précieux dans l'accompagnement aussi au quotidien. L'intérêt, on va dire, de passer par la DPEI, c'est qu'effectivement, il y a cet accompagnement socio-professionnel et que c'est un outil très souple, que ce soit au niveau du contrat de travail ou de l'accompagnement ou du fait que la personne, elle soit là ou moins là. Et économiquement, c'était peut-être moins engageant, en tout cas pour les XAPA, dès le départ, que de signer un contrat en direct sur une expérimentation. Si on n'arrive pas à pérenniser on va dire, le contrat de travail du médiateur pair, pour qui c'est devenu un véritable projet professionnel et un véritable choix, la DPEI, ça a ses limites, parce qu'au bout de 24 mois, nous, on ne peut plus salarier les personnes, on ne peut plus les accompagner. Quid du contrat de ces personnes à la fin du projet? Quid de mon futur? Quid de mon avenir? Est-ce que je dois aller chercher ailleurs ou pas? Enfin, je pense qu'il y a aujourd'hui, en tout cas, je pense que il y a un peu une volonté des ARS et du milieu associatif de valoriser l'apport des travailleurs pairs, mais pour le moment, on est quand même encore loin d'une vraie reconnaissance du poste. Paradoxalement, aujourd'hui, notre problème, il n'est pas financier. Alors, on ne peut pas dire ça tout le temps, mais il n'est pas financier, il est sur la non-pérennité de ses finances, mais qui se reconduisent d'année en année. Donc on a moins ce problème-là, mais on a des problèmes contractuels. On n'a pas de poste identifié et financé par la sécurité sociale, comme les infirmiers, les médecins, les éducateurs, comme ça devrait. Voilà. Donc on continue la bataille là-dessus. Les personnes, effectivement, ont pris le pouvoir à des moments, justement, pour pouvoir développer leurs propres réponses en santé, pour combattre que ça soit des réponses dignes. Mais ce n'est pas toujours si simple que ça se fasse à tous les étages. C'est-à-dire que des fois, dans les conseils d'administration, de structures comme le BUS, on peut en retrouver. Dans d'autres associations, vraiment autosupport, je pense à la Sud, je pense au Tipeee. Maintenant, Monde de la Galette, par exemple, avec des craqueurs. Des personnes qui usent du crack. Mais dans le cadre du travail, là, on va se confronter aux fameux diplômes requis pour travailler dans le médico-social. Alors, même si le BUS 3132, c'est des établissements du médico-social qui nous permet d'ailleurs de durer, d'avoir des financements pérennes,
mais il est attendu un certain nombre de diplômes, médecin, infirmier, éducateur, sauf que on manque d'un certain regard, on manque d'une certaine pratique, certaines connaissances, que le savoir est vraiment expérientiel. Et là, peut intervenir effectivement le travailleur pair, médiateur en santé, sauf que ce n'est pas reconnu en tant que tel. Et c'est vrai que dans le projet Interpair, il y a eu aussi tout ce dispositif d'accompagnement qui a été mis en place depuis le début, parce qu'en fait, c'est déjà dès le départ un projet de coopération entre plusieurs structures. Ça a permis aux médiateurs de ne pas être isolés chacun dans leur poste et de se voir régulièrement, de pouvoir, et puis après, d'avoir des réunions entre chefs de service, où vous aussi, vous avez pu rebondir sur les expériences des uns et des autres. C'est crucial en fait, d'avoir des moments où on peut se questionner, parler de nos difficultés, de ce que ça nous fait, de ce que ça nous renvoie, de nos doutes. Je trouve qu'on a grandi collectivement à travers ça. Là où Interpair est venu combler un vide, vraiment en matière de coopération interstructure sur Marseille, c'est que on n'avait pas d'espace de travail et de rencontres et d'échanges entre chefs de service de XAPA et les responsables des CARUD. Les passerelles se font, ils connaissent peut-être un petit peu mieux le monde de l'insertion par l'activité économique, et nous on connaît un petit peu mieux le monde de l'addiction. Et ça, c'est important parce que l'accompagnement des publics, il est toujours global. Donc voilà, ça permet de créer des complémentarités complètement nécessaires. On se connaît, mais pas forcément dans les détails, et notamment les directions. Ça a été l'occasion de mieux se connaître et de réfléchir plus concrètement à qu'est-ce qu'on fait ensemble sur ce territoire. Finalement, c'est un projet à différents niveaux qui crée de la synergie, une nouvelle synergie.